Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre fidélité d'écoute à AfroWeb TV. Vous êtes au bon endroit pour décrypter l'actualité, surtout. Donc, donnez vos avis. Vous êtes un intellectuel de résident à la diaspora. Faites-nous, appelez-nous tout simplement sur le 319 462 89 79 et pour donner également vos avis. En ce moment, nous recevons Dr Godefroy Luther depuis Toulouse. Merci infiniment, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Nous abordons cette seconde partie de notre émission sur les ondes d'AfroWeb TV. Allez tout simplement sur afrowebtv.com/live pour être en direct avec nous. Vous pouvez également contribuer financièrement et faire votre contribution. Vos dons sont les bienvenus sur le même numéro affiché à votre écran par Cash App, par Zelle ou également par afrowebtv 2020 @gmail.com, par PayPal pour nous aider à asseoir en bonne du forme ce média qui représente très bien la diaspora, qui met à votre disposition de très belles informations et reçoit des invités de marque pour vous. En RDC, donc, la loi charge 8 confections reconnues de désigner le président de la CENI, choix qui doit être ensuite entériné par l'Assemblée nationale avant la nomination officielle par le chef de l'État. Quels sont maintenant les critères de sélection de ces 8 confessions choisies, docteur? Monsieur le journaliste, je vous remercie une fois de plus sur la question que vous me posez concernant cette loi qui est proposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, cette loi qu'on appelle la loi de la congolité, où on doit être exclusivement de père ou de mère pour exercer la plus haute fonction, c'est-à-dire la fonction du président de la République. Maintenant, il est important pour nos téléspectateurs pour dire pourquoi aujourd'hui la République démocratique est arrivée là. Je pense que tous les soubresauts, toutes les violences que la République démocratique du Congo a subies, il y a eu les dernières élections qui ont eu lieu. Et ces élections, c'est qu'à l'époque, il y a une tentative d'une coalition qui a été mise en place entre le président Tshisekedi avec son directeur de cabinet qu'on appelle Vita Kamere. Précipitamment, quand ils se sont retrouvés à Genève, il était question que on puisse désigner de l'opposition qui a été désigné. Mais très rapidement, ils sont rentrés Tshisekedi a estimé qu'il faut que puisse se dessaisir de cette coalition. Du coup, il a mis en marche son plan, c'est-à-dire que aujourd'hui le président de la République démocratique du Congo a hérité le combat que son père a mené quelque part pour essayer d'arriver aujourd'hui au pouvoir. Maintenant, avec son directeur de cabinet qu'on appelle Vita Kamere, ils se sont entendus et ils ont gagné les élections. Soit disons qu'entre guillemets, il y a un pacte qui a été signé, mais qui ne dit pas son nom, entre le président Kabila, qui est le président sortant, et avec le président qu'on appelle le président Tshisekedi, qui est au jeu à arriver au pouvoir. Maintenant, très rapidement, la tension va être très tendue entre lui et son directeur de cabinet avec l'affaire que vous connaissez bien, l'affaire Djamal, où son directeur de cabinet, Vita Kamere, a fait l'objet d'une condamnation. Malgré qu'il a relevé appel, la sentence n'a pas été confirmée, la peine a été revue en baisse. Et vous allez comprendre que ce système managérial va déjà créer une forme de crise de confiance. Une crise de confiance entre le président Tshisekedi et son directeur de cabinet qui est Vita Kamere. Étant donné que Tshisekedi n'avait pas notamment la majorité présidentielle, ne pouvait que se rabattre sur la majorité qu'il avait sous la main. Donc il était obligé notamment de mettre un pacte politique en place avec l'ancien président sortant qu'on appelle le président Kabila. Avec le président Kabila, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le président Kabila a mis un premier ministre en place et est devenu également aussi, selon la loi congolaise, un sénateur à vie. Sénateur à vie parce que on reprochait dans le passé que Kabila voulait tripoter la constitution pour arriver au pouvoir pour un troisième mandat. Et notamment, ce facteur de troisième mandat, ça c'est le mal africain, n'est pas que propre en République démocratique du Congo. Donc, c'est pourquoi je voudrais notamment essayer de retracer tout ce qui a eu lieu bien avant que nous arrivions sur la question que vous me posez, parce que il y a eu déjà des erreurs de casting
des erreurs de casting qui ont fait de la sorte qu'aujourd'hui, M. Kabila gouverne sans une majorité à l'Assemblée. Il est obligé aujourd'hui, dernièrement, de mettre en place une majorité qu'il va négocier avec Jean-Pierre Bemba et avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi également, qui va également se représenter éventuellement en 2023, sachant que le président Tshisekedi vient de faire une déclaration récemment qu'il lui faut un deuxième mandat pour lui permettre notamment de mettre en place les ambitions qu'il porte pour son pays. Ce qui est d'ailleurs légitime pour un chef d'État qui a une vision de gouverner. Ce qui va se passer, c'est quoi? Aujourd'hui, il gouverne. Mais il gouverne, il prépare également sa réélection. Sa réélection, c'est qu'il faut mettre tous les mécanismes lui permettant, que ce soit des mécanismes machiavéliques, que ce soit notamment des coups fourrés pour essayer d'écarter injustement ou parfois politiquement ses opposants pour lui permettre de chercher à pérenniser son pouvoir. Donc la loi sur la congolité, nous l'avons vu, les conséquences. Et c'est pourquoi nous attirons l'attention des autorités congolaises. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le président Ouattara, nous avons connu les conséquences. Les conséquences, c'est qu'il y a eu une crise fratricide, il y a eu de la post-électorale qui a fait de la sorte que la République de la Côte d'Ivoire a connu une crise sanglante. Donc, partant de cette loi, ou cette proposition de loi qui est en discussion au niveau de l'Assemblée nationale, il faut que l'exemple qui a eu lieu en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, puisse permettre, autant pour moi, puisse permettre aux autorités congolaises de se poser des questions. Lorsqu'on est de père et de mère, qu'on a exercé des fonctions du président de la République, quel est notamment l'intérêt de cette loi au niveau institutionnel? C'est la question qu'il faut se poser. Donc pour nous, nous pensons que c'est un mécanisme qui permet d'éliminer déjà à dessein ses opposants. Voilà comment nous pouvons aider la loi qu'on appelle la loi de la congolité. Est-ce que c'est pour permettre à cette loi, est-ce que c'est pour permettre au président Tshisekedi de garder le pouvoir, de conserver le pouvoir, selon vous? J'ai tenté de répondre à votre question. J'ai dit cette loi va non seulement générer une crise, et au-delà de cette loi, M. Tshisekedi est aujourd'hui dans une démarche de pérenniser son pouvoir. Pérenniser, j'entends par là, c'est-à-dire la conservation du pouvoir, parce qu'il cherche inévitablement à se faire réélire. Donc, tous les opposants qui peuvent constituer, c'est-à-dire un contrepoids par rapport à son pouvoir, il faut procéder à leur élimination. Et leur élimination, je ne parle pas d'assassinat, mais il faut essayer de les éliminer politiquement. Donc, à travers l'interprétation politique que nous pouvons donner par rapport à cette proposition de loi, nous pouvons dire que c'est à dessein que cette loi a été montée de toutes pièces, permettant que la compétition de 2023 ne soit pas une compétition purement pluraliste. Voilà comment nous pouvons interpréter ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et justement, il avait eu un rapport transmis par l'Assemblée nationale concernant le processus de désignation des confessions religieuses qui s'est conclu par une note de manque de consensus. Quels ont été les manquements de les manquements par rapport à ce consensus? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur un même point? Ils n'arrivent pas à s'entendre parce que, justement, il y a des coups politiques. Ces coups politiques, c'est ce que nous subissons, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Lorsqu'il n'y a pas consensus, c'est qu'il y a crise. Et si, lorsqu'il y a crise, il faut qu'il y ait une solution, il faut que les hommes se parlent. Mais pour que les hommes puissent se parler, quelle est notamment la ligne directrice qui est aujourd'hui donnée par le pouvoir public, qui est gérée par Tshisekedi? L'absence notamment de clarté politique, faire de la sorte que, aujourd'hui, les opposants sont devenus méfiants. Et ceux même de la société civile ne veulent pas endosser la responsabilité de cette crise qui est déjà à l'horizon, qui se prépare déjà à l'horizon. Pour éviter ça,
Ils ont décliné l'offre. C'est pour dire que M. Tshisekedi doit revoir son système politique, doit revoir notamment comment fonctionne aujourd'hui son système managérial politique pour proposer le plus meilleur, le plus conciliateur au peuple congolais pour que ce qui est arrivé déjà dans le passé en République de la Côte d'Ivoire ne puisse pas servir d'exemple aujourd'hui sur un pays ami qui est notamment la République démocratique du Congo. Donc l'absence, comme vous l'avez pu dire, l'absence de clarté, l'absence de consensus ne cache que l'état de crise qui se prédessine d'ailleurs. Entre-temps, ils avaient signé également les 8 chefs religieux. Je parle de ces 8 chefs religieux qui ont signé un document. Je veux vous demander juste l'interprétation que vous en faites par rapport à ces 2 points de vue divergents sur le plan éthique, indépendance et réputation. Et 2 confessions religieuses considèrent que le plan éthique de l'indépendance des greffes contre 2 candidats de la liste les meilleurs sur le plan technique affecte leur indépendance et leur crédibilité. Quel est, vous, en tant qu'intellectuel résident à la diaspora, vous en faites, quelle est l'interprétation que vous en faites? L'interprétation que je peux faire est ce qui appartient à César et à César, et ce qui appartient à Dieu. C'est vrai que l'Église a un poids important dans l'organisation de la cité, mais arrivé à un moment, il faut que l'Église puisse connaître ses limites. Le fait que l'Église veut endosser une responsabilité quelconque, cette responsabilité ne peut qu'être facteur de crise. Donc, il appartient à ceux qui sont des leaders religieux d'avoir leur périmètre d'action pour dire que notre périmètre d'action, c'est de prêcher, c'est de prier pour les autorités politiques, c'est de faire de la sorte que le citoyen congolais se porte en bonne santé. Mais lorsque les politiques, ceux qui sont des religieux, essayent de porter la casquette du politique, manifestement, il y a une crise qui se dessine. Donc l'Église doit connaître ses limites dans chaque action qu'elle mène. Elle mène une action de cohésion sociale. L'Église mène une action de sécurité, dans le sens où elle va faire des plaidoyers auprès des autorités politiques, leur permettant d'assurer leur mission. Mais lorsque l'Église confond sa mission qui consiste à prêcher la bonne parole à la vie de la cité ou à la vie politique, manifestement, nous pouvons avoir des interprétations qui sont parfois des interprétations subjectives. Voilà comment nous pouvons interpréter. Oui, allez-y. Allez-y. Voilà comment nous pouvons interpréter parfois les abus du pouvoir religieux dans les affaires de la chose publique. La République démocratique du Congo, un pays très riche, et également il faut dire que nous abordons un autre pan de notre émission par rapport à la RDC. L'explosion des marchés liés à la transition numérique aux technologies à bas carbone pourrait être une bénédiction en ce moment pour la République démocratique du Congo, dont le sous-sol regorge le coltan du colbat, mais c'est loin d'être encore la réalité et le cas. Qu'en dites-vous, docteur? Vous savez, le Congo, quand vous partez du Kivu, vous allez un peu du côté de l'Équateur, c'est presque un continent, vu notamment la superficie que représente le Congo. Le Congo regorge de plusieurs ressources minières. Toutes les crises militaro-politiques que ce pays a connues, parce que justement, les ressources du Congo intéressent parfois des lobbies extérieurs. La déstabilisation de ce pays s'est faite parfois à dessein. Nous avons par exemple des forces internationales qui sont là depuis des décennies, mais la crise congolaise n'est pas aujourd'hui éradiquée sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. On se pose. Donc il doit y avoir des facteurs endogènes et à la fois des facteurs exogènes. Commençons par faire une analyse qu'on appelle l'analyse endogène. La République démocratique du Congo regorge notamment de ressources. Ces ressources, notamment généralement, sont exploitées par des puissances extérieures.
ces puissances extérieures, quand ils arrivent pour exploiter les ressources d'un État, quels sont les cahiers de charges où l'Assemblée nationale arrive à mettre en place? Quelle est la part de la responsabilité des autorités politiques lorsque les puissances extérieures viennent exploiter les ressources dans un pays? Il y a des manquements sur le plan déjà institutionnel. Donc d'emblée, c'est-à-dire que c'est un terrain qui permet à ces lobbies d'arriver et de poser leurs valises et de se faire notamment la maille financière. Donc, la déstabilisation, c'est-à-dire sur le point de vue endogène, il y a une part de responsabilité à la fois politique, à la fois sociologique. Maintenant, essayons de creuser les facteurs extérieurs, les facteurs exogènes. Les facteurs exogènes parce que nous sommes dans une course qu'on appelle la course à la mondialisation, des indicateurs géopolitiques et géostratégiques fait de la sorte qu'un pays comme la République démocratique du Congo puisse être notamment représente notamment une convoitise pour les puissances extérieures et leurs lobbies. Donc, pour que nous puissions arriver à une solution quelconque, il faut essayer de redéfinir les indicateurs stratégiques sur le plan géopolitique et géostratégique. Ceux qui viennent pour exploiter, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour entrer dans la légalité, tout en sachant que lorsqu'on vient exploiter, il y a la notion du partenariat gagnant-gagnant qu'il faut mettre en place, permettant à la République démocratique du Congo de devenir un gagnant dans les relations d'exploitation. Son peuple qu'on appelle souverain. Justement, je veux vous demander quels sont les indicateurs géopolitiques qui permettent, ou soit qui peuvent permettre au Congo, à la République démocratique du Congo, de protéger ses biens, ses ressources minières. Vous posez une question très importante, monsieur le journaliste. Ce premier indicateur que nous pouvons mettre en place, c'est quoi? L'indicateur déjà d'avoir une armée républicaine. Il y a plusieurs forces négatives, c'est-à-dire une rébellion qui est permanente en République démocratique du Congo, qui entretient notamment ces forces négatives. Première question à se poser. Cela constitue un premier indicateur. Pourquoi aujourd'hui le Congo représente le carrefour de tous les dangers du point de vue géostratégique, qui continue à déstabiliser le Congo? C'est la question qu'il faut se poser. Deuxième indicateur. Donc, ce que nous pouvons définir comme indicateur géostratégique, il appartient aux autorités congolaises de mettre une armée républicaine en place pour sécuriser la porosité de leurs frontières, de sécuriser les différentes frontières, permettant aux institutions de fonctionner tout en respectant les lois de la République. Mais dès lors qu'il n'y a pas une armée et qu'il n'y a que des forces négatives, ben le territoire reste perméable. Toute force négative de l'extérieur peut comploter avec les forces négatives pour venir déstabiliser la République démocratique du Congo. Donc, l'absence de l'autorité de l'État contribue aujourd'hui manifestement à cette déstabilisation conséquente. Pour éviter la déstabilisation dont vous parlez, docteur, pour éviter cette déstabilisation, que doivent faire les Congolais, puisque c'est un pays très riche, et que doivent faire également les pays de la CEDEAO pour aider le Congo à protéger ses ressources minières? Le pays de la CEDEAO ne peut pas peut-être mener une politique de la promotion du Congo. Il appartient aux Congolais d'abord dans un premier temps d'être les maîtres d'œuvre de leur pays, s'ils ont l'amour de la patrie, et si se parlent en toute sincérité. Vous savez, depuis que Mobutu est parti, par exemple, Jean-Pierre Bemba se positionne étant comme le Mobutiste du côté de l'Équateur. Vous avez Katumbi, qu'on cherche à écarter de la course présidentielle. Vous avez Tshisekedi, qui est aujourd'hui président de la République. Vous avez le président Kabila,
qui est aussi un acteur majeur de la crise congolaise. Vous avez Fayoulou, qui est également le mauvais perdant des dernières élections qui ont eu lieu. Au-delà des leaders que nous avons pu citer, quel est notamment un document politique qu'ils ont pu mettre en place privilégiant les intérêts supérieurs. Tout le monde se bat pour arriver au pouvoir. Dès lors, les gens n'ont pas une vision de construction. Ils n'ont qu'une vision de course au pouvoir. La paix sociale est déjà fragilisée. Une fois que la paix sociale est fragilisée, on ne parlera pas d'un État. Tant qu'il n'y aura pas la paix entre les Congolais, tant que les Congolais ne puissent pas comprendre que pour construire leurs États, c'est eux, les Congolais, qui doivent être les acteurs majeurs. C'est en partant de là qu'on va parler de l'effectivité de l'État. Parce que d'abord, si l'État n'existe pas, ces Congolais-là n'existeront pas. Donc, c'est à eux d'aller bâtir leurs États. Premier indicateur. Maintenant, l'offensive diplomatique dont vous faisiez allusion à travers la CEDEAO ne peut que venir renforcer le processus. Mais si les Congolais disent que leur pays doit être bradé ou leur pays ne peut qu'être géré par la puissance extérieure, ça veut dire qu'ils ne sont que là pour ne pas accompagner à la construction d'un État digne de ce nom. Vaut mieux qu'ils soient des acteurs que des spectateurs. Voilà comment nous pouvons résoudre la question congolaise. Il appartient aux Congolais d'être notamment les maîtres d'œuvre permettant d'aller vers la construction d'un État régalien qui va mettre l'équilibre social en place, qui va mettre notamment le processus de l'escolarisation au profit du peuple congolais, qui va lutter contre le chômage, qui va notamment lutter contre quoi? Contre l'injustice sociale, qui va faire de la sorte que le Congolais puisse avoir une visibilité, tant du point de vue intérieur que du point de vue extérieur. Mais si les Congolais pensent que leur bonheur viendra de l'extérieur, ils sont en train de se tromper peut-être de paradigme politique. Comment se fait-il qu'il y a beaucoup de matériel actif, indispensable à la fabrication des batteries et qui équipe les smartphones aujourd'hui, les voitures électriques ou encore ou les voitures éoliennes, peut-être une aubaine pour le pays dont les 77% de la population vit encore sur un seuil de pauvreté? Effectivement, ce que vous dites, vous soulevez une question où, comme je vous ai dit, l'absence d'autodétermination, l'absence notamment que les Congolais puissent être des acteurs majeurs dans l'exploitation de leurs ressources ne peut qu'entraîner à quoi? À la disparition de l'État. L'État aujourd'hui perd tant du point de vue macroéconomique parce que les acteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord, parce que le calcul machiavélique prend le dessus par rapport au système du fonctionnement. Vous avez essayé de citer un exemple des smartphones, des ressources qui peuvent permettre à la construction des smartphones et autres, des smartphones et autres. Mais ces ressources, qui les exploite? C'est les Congolais. Quel est le pourcentage de la part de l'État congolais? Et lorsque l'État congolais arrive à prendre ces pourcentages, quelles sont les réalisations que le pouvoir politique arrive à mettre en place pour l'intérêt du peuple? Il n'en existe pas. S'il n'en existe pas, ça veut dire que tout tourne autour de quoi? De l'absence de visibilité politique. Donc, il appartient à ceux qui gouvernent la cité congolaise de dire qu'écoutez, nous avons des ressources, c'est peut-être la loi de la nature qui a fait de la sorte que nous avons ces ressources, mais ces ressources, est-ce que ces ressources
comment nous pouvons les exploiter? Est-ce que nous pouvons mettre des cahiers de charges qui peuvent sécuriser l'indicateur macroéconomique, qui peut sécuriser, c'est-à-dire les intérêts du peuple congolais, et non ses intérêts partisans, et non ses intérêts claniques, et non ses intérêts régionalistes, tribalo-ethniques. Il y a tous ces facteurs qu'il faut prendre en place. Cela ne peut que créer notamment la charge qu'on appelle la charge d'inégalité sociale. Docteur, nous allons recevoir un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Adolphe. Monsieur Adolphe, bonjour. Alors, allez-y pour votre question, votre suggestion. Oui, je salue votre invité, le docteur, pour son développement. Et tout à l'heure, vous venez de mentionner un nom qui m'a choqué, la CEDEAO. La CEDEAO que nous appelons en Afrique de l'Ouest comme un syndicat de chefs d'État et qui n'arrive jamais à résoudre des crises en Afrique de l'Ouest, qui est à la solde des puissances occidentales. Vous invoquez le nom de la CEDEAO dans ce qui se passe au Congo. Pourquoi ne pas citer la CEMAC? Peut-être que la CEMAC ou la SADC, ce qu'ils ont là-bas, ça peut être raisonnable. Mais mentionner la CEDEAO, vous ne pensez pas que c'est révoltant? Merci, messieurs. Hein? Bon débat. Merci, monsieur Adolphe de nous avoir appelés. Merci infiniment pour votre remarque aussi, puisque ce sont des pays africains et que nous parlons de l'Afrique. C'est pourquoi on avait proposé pour savoir si la CEDEAO peut jouer un rôle d'aide également au Congo, puisque le Congo, la richesse de la République démocratique du Congo est très nécessaire également pour nous tous. Aujourd'hui, force est de constater que nous avons les entreprises comme Samsung, BM et autres, pour ne citer que ceux-là, qui bénéficient beaucoup plus des ressources minières dans la fabrication des portables, des smartphones qui constituent aujourd'hui tous les téléphones que nous utilisons. Et aujourd'hui, il y a même des logiciels qui permettent de contrôler les téléphones de certaines personnes, journalistes, comme dirigeants, comme opposition, comme intellectuels à la diaspora. Donc c'est pour cela que nous avons posé la question de savoir si il peut y avoir une remise en cause ou s'il peut y avoir également une solution que la CEDEAO peut proposer également au RDC. Alors, cette émission tire à sa fin. Docteur Godefroy Luther, que peut faire la diaspora congolaise, puisqu'il y a beaucoup plus de Congolais à la diaspora? Que peut faire la diaspora congolaise pour aider la République démocratique du Congo à sortir de cette crise? Je vous remercie de la question que vous me posez par rapport à ce que la diaspora congolaise peut faire pour sortir de cette crise. Tant que la pauvreté sociale sera au cœur notamment de la préoccupation du peuple congolais, tant du point de vue extérieur, tant du point de vue intérieur, il n'y aura pas la paix sociale. Donc, de ce point de vue, les Congolais qui sont à l'extérieur sont la plupart des exilés économiques. Et dès lors qu'on est exilé économique, qu'on est apatride, on ne pense qu'à son survie. Il appartient maintenant aux Congolais de définir une nouvelle stratégie, d'aller demander des comptes à ceux qui les dirigent. Qu'est-ce que nous pouvons faire de l'extérieur pour apporter notre contribution? Parce que l'éloignement forcé de la diaspora congolaise par rapport à leur patrie a un impact du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue sociologique. Dès lors que le peuple congolais qui vit à l'extérieur, cette diaspora, ne peut pas continuer à être que des téléspectateurs. Mais pour qu'ils ne soient pas des téléspectateurs, ils peuvent également utiliser les moyens légaux qui sont à leur disposition. C'est-à-dire, c'est d'abord s'organiser. Tant qu'il n'y aura pas une organisation quelconque,
ils ne peuvent en aucun cas se faire écouter. Ils peuvent également compter sur la voix de certains artistes, comme Koffi Olomide, comme Fally et d'autres artistes, qui peuvent prendre de la conscience au-delà de leur notoriété qu'ils ont. Est-ce qu'ils peuvent porter la voix de ces Congolais qui continuent à souffrir jusqu'à aujourd'hui? Ça, c'est du point de vue organisationnel. Mais pour que le Congo puisse sortir de griffes de ce lobby extérieur, est-ce que les Congolais peuvent mettre leur ego à part, avoir l'idée ou le génie de la redistribution de la carte ou de la richesse que le pays dispose au profit du peuple congolais de façon égalitaire, même si l'inégalité existe. Parce qu'il y en a qui arrivent à s'enrichir. La classe populaire vit dans la pauvreté. Un discours notamment livré. On fait la classe populaire, en défaveur de la classe populaire. Face à cette situation, l'impunité ne peut que s'activer. Donc, il faut que le peuple congolais qui sont à l'extérieur puisse lutter contre l'impunité. Deuxième point. Le peuple congolais puisse déjà mettre l'organisme en partenariat avec le pouvoir de leur retour. Il faut créer des conditions permettant au peuple congolais de retourner. Ils vont abandonner leur travail pour partir. Ils vont abandonner peut-être leur famille pour repartir. Mais en contrepartie, qu'est-ce que l'État met en place pour permettre à ce peuple de repartir dans leur pays d'origine? Donc, le politique doit, de ce point de vue, essayer de travailler sur des processus qui peuvent avoir plus de garanties pour inciter le peuple congolais à repartir dans leur pays respectif. Donc, de ce point de vue, le peuple congolais ne peut que mener un dialogue sur la base des demandes, la base de la sincérité, permettant au peuple congolais de dire qu'écoutez, si nous rentrons, voilà notre part de responsabilité. Si nous rentrons, c'est pour participer à l'économie. Si nous rentrons, c'est pour participer, par exemple, au système éducatif. Si nous rentrons, c'est pour participer, par exemple, au système sanitaire, culturel et dans d'autres domaines. Donc, tout ça ne peut que se mettre en place lorsque ceux qui dirigent le système institutionnel acceptent d'ouvrir un dialogue social. Tant qu'il n'y a pas le dialogue social qui est entretenu entre ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur, nous ne pouvons en aucun cas arriver à une situation de quoi? De cohésion sociale. Docteur, quel est votre message de fin pour terminer cette thématique sur la crise préélectorale en République démocratique du Congo et au pillage des ressources minières du Congo? Ce n'est pas qu'un message pour la République démocratique du Congo, parce que si nous parlons de la République démocratique du Congo, ceci est valable également pour les autres États. Les autres États qui arrivent à se faire piller, des autres États qui n'arrivent pas à mettre des institutions fortes en place. Il appartient à l'animal politique d'essayer de voir est-ce que quand ils partiront sur cette terre ou quand ils vont passer la main à d'autres citoyens quelconques, qu'est-ce qu'ils diront devant leur tribunal de conscience? Les institutions de la République demeurent, mais les hommes s'en vont. Mais lorsqu'ils partiront, en termes d'évaluation, en termes de résultats spontanés, qu'est-ce qu'ils légueront étant comme héritage à leurs descendants, à la génération future? Des grands pays au monde se sont battus pour leur génération future. Mais ceux qui sont en place, ils se battent pour quel intérêt? C'est le message de la conscientisation collective. Cela n'est pas que valable pour le Congo. J'en profite également pour dire aux Congolais, c'est à eux d'être les maîtres d'œuvre. S'ils veulent aller vers l'autodétermination, qui crée les conditions qui peuvent permettre au peuple congolais de vivre
en toute sécurité, de jouir de ces richesses. Sinon, ils n'auront qu'à leur porte, c'est-à-dire les prédateurs qui ne viennent que piller, qui ne viennent que dévaster, qui ne viennent que ravager, qui ne viennent que créer des crises de façon permanente, permettant de déstabiliser et de se créer, c'est-à-dire des conditions économiques sur leur dos. Merci, Dr Godefroy Luther Gondje Djayananga, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été des nôtres et d'avoir partagé également vos idées avec les téléspectateurs d'Afro-Web TV. Merci infiniment à vous tous qui nous avez suivis. Vous qui avez pris le soin également de partager également, de vous abonner de nouveau à notre chaîne YouTube Afro-Web TV et sur notre page Facebook. Cette émission sera disponible pour vous et merci infiniment à tous et à chacun de vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur les ondes d'Afro-Web TV. On se retrouve pour un autre numéro le samedi avec le même plaisir. Bonne suite de journée à vous. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro-Web TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine Afro-Web TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne Afro-Web TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 119 ou par PayPal sur afrowebtv2020@gmail.com. Afro-Web TV, c'est l'Afrique qui gagne.